petit 30 secondes pour permettre aux dernières personnes de se connecter. On va commencer à l'heure. Il est 11 heures. Geneviève, veux-tu y aller pour lancer la réunion? Bien sûr. Alors, on commence. Bonjour tout le monde et bienvenue au webinaire Comprendre et anticiper les tarifs douaniers au Canada. Donc, on commence tout de suite. Mon nom est Geneviève Hood, vice-présidente douane canadienne chez Access International et je suis très heureuse de vous accueillir en ce lundi 31 mars 2025. Donc, avant de plonger dans le vif du sujet, je dois vous préciser que ce webinaire-ci portera uniquement sur les importations faites au Canada. Si vous vous intéressez également aux importations aux États-Unis, nous avons présenté un webinaire spécialement sur ce sujet vendredi dernier, le 28 mars. Il est disponible pour vous en rediffusion. Donc, tous nos webinaires sont enregistrés et accessibles en tout temps sur notre chaîne YouTube Access International Inc. Nous allons aussi vous partager le lien vers notre chaîne dans la section discussion. Geneviève, je peux me permettre une petite précision. Ce webinaire-là de vendredi n'est pas encore en ligne, mais devrait l'être sous peu là, pour ceux qui voudraient le réécouter. Excellent, merci beaucoup. Donc, justement, c'est un beau lien. Je suis accompagnée aujourd'hui du PDG d'Access International, Pierre-Marc Gervais, et d'Abdoul Dabou, coordonnateur au développement des affaires. Abdoul va nous aider pour la période de questions qui est prévue là, après notre présentation. Je dois aussi souligner que cette année, nous sommes très fiers de fêter les 20 ans d'Access International. Nous sommes très reconnaissants pour la confiance que vous nous accordez depuis toutes ces années et merci d'être là aujourd'hui avec nous. Donc, pour ce qui est du plan de la présentation aujourd'hui, voici ce que nous avons préparé pour les 30 prochaines minutes. Donc, un survol des tarifs douaniers, plus spécifiquement de ceux en vigueur au Canada, le rôle de l'importateur dans le processus douanier, l'importance d'avoir une bonne documentation douanière, les différentes méthodes de paiement des droits et taxes à l'importation au Canada et enfin un point sur la fameuse garantie financière. Par la suite, nous allons répondre aux questions les plus fréquentes que nous recevons de nos clients et prendre vos questions. Donc, nous vous invitons à utiliser la section des Q&A ou des questions-réponses de Team pour poser vos questions. Et comme vous le voyez, nous avons un grand nombre de participants aujourd'hui. Il se peut qu'on ne puisse pas répondre à toutes les questions, mais nous ferons de notre mieux là, pour couvrir celles qui sont le plus pertinentes pour l'ensemble de l'audience. Donc, nous allons maintenant entrer dans le cœur du sujet avec notre première question. Pierre-Marc, pourrais-tu nous expliquer ce que sont les tarifs douaniers? Oui, les terribles tarifs et certainement, Geneviève, ça va me faire plaisir. Et j'en profite pour vous saluer officiellement de mon côté, donc tous nos auditeurs, et vous remercier d'être ici avec nous. Alors, on va commencer par la base. Un tarif douanier ou droit de douane, deux choses qu'on utilise de façon interchangeable, c'est une taxe qui est imposée par le gouvernement d'un pays quand un produit est importé dans ce pays. Pour ce qui est de la façon de calculer cette taxe, de façon simplifiée, c'est souvent un pourcentage de la valeur du produit. C'est ce qu'on appelle un tarif ad valorem. L'autre façon, c'est un montant fixe sur une quantité, et ça, c'est ce qu'on appelle un tarif spécifique. Finalement, bien, il existe aussi une combinaison des deux, donc du ad valorem et du spécifique. C'est alors ce qu'on appelle un tarif mixte. Les tarifs vont varier beaucoup selon le type de produit, le pays d'origine, ainsi que les accords commerciaux comme ceux de libre-échange. Puis il existe aussi des cas particuliers qui permettent d'éviter les tarifs. Finalement, la question qu'on reçoit le plus souvent, qu'on se fait poser le plus souvent, c'est qui paie les tarifs? Règle générale, ce sont les importateurs qui vont payer les tarifs. L'importateur va ensuite avoir le choix. Il va décider s'il refile une partie
ou la totalité des tarifs aux acheteurs, et ça jusqu'au client final. Bien, justement, Pierre-Marc, comment décrirais-tu la situation dans laquelle on se trouve avec cette guerre commerciale? Je sais qu'il y a eu beaucoup de confusion parce qu'il y a eu beaucoup de changements. On a monté ici un tableau pour vous montrer ce qui est en vigueur en ce moment. Donc, dans les encadrés en gras, ce sont les tarifs qui sont en vigueur pour les importations au Canada de ce qui provient des États-Unis parce que c'est la majorité des tarifs, puis c'est ce qui est nouveau en ce moment. Il y a aussi des tarifs sur les produits chinois qui ne sont pas mis dans ce tableau et qui ont été ajoutés au Canada en octobre 2024, par exemple sur les véhicules électriques. C'est là-dessus qu'on voit la riposte récente de la Chine sur des produits canadiens comme le porc, les fruits de mer ou le canola. Ça, vous l'avez dans le tableau là, depuis le 20 mars, ces tarifs-là. Alors, ce qui est en vigueur quand vous importez au Canada, dont le pays d'origine est les États-Unis, c'est une surtaxe de 25 sur, en ce moment, 1795 numéros tarifaires. Et ces numéros tarifaires-là se retrouvent dans de nombreux chapitres du tarif des douanes. C'est difficile d'être plus précis et il faut vraiment regarder les listes. Les listes de produits visés sont disponibles sur le site Web du ministère des Finances du Canada ainsi que sur le site Web de l'Agence des services frontaliers du Canada. Je vais quand même donner quelques exemples pour vous illustrer comment ça se promène un peu partout, les tarifs qui sont mis en place sur les produits d'origine États-Unis. On parle par exemple de l'acier du chapitre 72, de l'aluminium du chapitre 76, des poules, donc les poules vivantes du chapitre 1, la viande de poulet du chapitre 2, les pêches, le fruit du chapitre 8, les savons du chapitre 34, des valises du chapitre 42 ou bien des robes, le vêtement du chapitre 61. Donc, comme vous pouvez le constater, ça va un peu partout. Le gouvernement canadien a décidé de cibler plusieurs produits qui peuvent être importés au Canada depuis les États-Unis. Puis je reviens là-dessus sur quelque chose qui est très important. Quand on regarde, c'est vraiment l'origine du produit. Ce n'est pas le lieu d'expédition. Donc, assurez-vous de bien documenter, de bien analyser le pays d'origine de vos produits. On va en discuter plus tard. Et puis, je ne pourrais pas conclure cette diapositive sans parler de la fameuse date du 2 avril. Il y a beaucoup de bruit autour de cette date et en ce moment, on ne sait pas encore ce que les États-Unis vont faire. Ce qu'on sait en revanche, c'est que le Canada a déjà préparé une riposte. La liste des produits qui seraient visés est encore beaucoup plus grande. On parle de 4 416 numéros tarifaires additionnels qui pourraient être visés dès que les États-Unis auront annoncé ce qu'ils feront là, le 2 avril ou dans les jours suivants. Cette liste-là, elle est aussi déjà accessible en consultation. Donc, vous pouvez aller la voir et analyser si les produits que vous importez au Canada depuis les États-Unis, donc pays d'origine, je reviens là-dessus, États-Unis, pourraient être visés par des tarifs à compter du 2-3 avril, là, selon les annonces américaines. C'est pourquoi ce qu'on va détailler ensuite dans cette présentation va prendre toute son importance pour vous aider à bien vous préparer. Et justement, Geneviève, peux-tu nous parler de quelques constats que nous avons faits chez Access avec cette première vague de tarifs? Certainement. Donc, la première chose à savoir, et c'est vraiment important de le comprendre, c'est que le tarif s'applique au moment où le produit entre au Canada, pas quand l'importateur transmet les documents au courtier, ni quand la relâche de l'expédition est acceptée. Donc, un autre point clé ici, c'est que contrairement aux États-Unis, le Canada prévoit une exception pour les marchandises qui étaient déjà en transit le jour de l'entrée en vigueur de nouveaux tarifs. Donc, dans un contexte où ça bouge très rapidement, c'est important de bien comprendre ici ces dates-là. Donc, un deuxième constat, c'est qu'ici, on parle d'une surtaxe. Donc, elle s'ajoute aux droits déjà existants, d'où l'intérêt d'utiliser un accord de libre-échange quand c'est possible. Ça permet d'éviter d'empiler les tarifs. Justement, en parlant d'accord, donc l'origine du produit selon les règles de la CEUM reste le point central. On va vous donner un exemple ici. Si un produit est fabriqué en France, est importé aux États-Unis, puis importé au Canada sans modification, il demeure un produit de France. L'origine ne change pas juste parce qu'il a transité par un autre pays. Donc, l'origine est extrêmement importante.
En fait, aussi, on remarque souvent une certaine confusion autour des programmes d'exonération de droits et de drawback. Donc, encore une fois, contrairement aux États-Unis, le Canada permet l'utilisation de ces programmes, même en présence de surtaxes. Cela dit, pour pouvoir bénéficier efficacement de ces programmes-là, il faut avoir une bonne gestion documentaire. Sans ça, on peut passer facilement à côté de bonnes opportunités pour les entreprises canadiennes. Pierre-Marc, en complément des pièges là, qu'on vient de mentionner, on reçoit souvent des questions sur les façons de réduire l'impact de la surtaxe. Donc, selon toi, quelles sont les principales stratégies que les importateurs pourraient mettre en place? Tout d'abord, la première stratégie pour moi, c'est l'analyse de la classification SH ou HS. HS, c'est en anglais le Harmonized System, en français le SH, le système harmonisé. C'est que la surtaxe canadienne vise des numéros tarifaires précis. Si votre produit pourrait légalement être classifié ailleurs, dans un numéro qui n'est pas visé par la surtaxe, bien, vous n'allez pas avoir à payer la surtaxe pour les produits d'origine États-Unis qui sont visés en ce moment. Donc, cette analyse-là prend tout son sens. Dans certaines situations, c'est possible de bien reclasser légalement ces produits. L'autre chose qu'on remarque, c'est que beaucoup d'importateurs ignorent, c'est qu'il y a plusieurs dispositions spéciales du chapitre 99 particulièrement, mais aussi du chapitre 98 là, du tarif, du tarif des douanes là, qui existent, qui peuvent être utilisées pour éviter la surtaxe. Les avis des douanes 2510 et 2511 indiquent que la surtaxe ne s'applique pas aux marchandises qui peuvent être classées dans les numéros tarifaires du chapitre 99 de l'annexe du tarif des douanes du Canada, à l'exception de certains numéros, là, le 9966, 9971 et 9989. Ainsi, en utilisant cette classification, si votre produit répond aux conditions, bien, la surtaxe ne sera pas payable. Je donne un exemple ici, là, le 9903 permet certaines exemptions pour certaines pièces de machinerie agricole. Donc, il faut aller regarder, lire le chapitre 99 pour voir si on peut l'utiliser. Finalement, une autre stratégie qu'on peut regarder pour réduire l'impact de la surtaxe, c'est de faire une analyse de la valeur en douane qui est déclarée. Dans certains cas, il peut être possible de réduire la valeur en douane et donc de payer moins de surtaxe. Par exemple, si certains frais peuvent être déduits et vous payez le 25 de surtaxe sur 10 000 au lieu de 12 000 bien vous venez d'économiser 500 pour la surtaxe, puis aussi une économie au niveau de la TPS, là, parce qu'on la paie vraiment sur la valeur déclarée en douane, la valeur en douane, ou en anglais le Value for Duty, le VFD. Donc, trois stratégies qui, pour moi, là, vous permettent de réduire l'impact de la surtaxe quand vous importez au Canada. Geneviève, l'autre chose qu'on a constaté aussi, c'est qu'il y avait souvent de la confusion quant à l'identification de l'importateur officiel. Peux-tu nous partager les constats qu'on a fait chez Access? Et c'est un très bon point. En effet, il y a souvent de la confusion entre les différents acteurs, l'importateur, l'acheteur, le transporteur, l'exportateur. Mais ce qui compte surtout, c'est de bien comprendre qui est l'importateur officiel parce qu'en bout de ligne, c'est lui qui porte la majorité des responsabilités. Donc, c'est qui l'importateur? C'est la personne ou l'entreprise désignée dans la documentation des douanes canadiennes comme étant responsable de l'importation. C'est lui qui doit réunir et produire tous les documents nécessaires et s'assurer de respecter les formalités douanières, de payer les droits et taxes et d'avoir une garantie financière suffisante. Il peut arriver aussi que l'exportateur étranger décide de prendre en charge les formalités douanières au Canada. Dans ce cas-là, on l'appelle un importateur non résident. C'est une pratique courante, tout à fait légale, mais attention, cette entreprise-là devient pleinement responsable de l'importation, même si elle n'est pas localisée au Canada. Un autre acteur, le courtier, est là pour vous accompagner et représenter l'importateur, mais il ne remplace pas ses responsabilités qu'a l'importateur. Par ailleurs, pour obtenir maintenant la main levée avant paiement des droits et taxes, l'importateur canadien doit avoir déposé une garantie financière. On va en parler un petit peu plus loin. Et il est aussi responsable de payer les droits et taxes via le portail CARM. Et ça aussi, on va le couvrir un petit peu plus tard tout à l'heure. Donc, j'espère que ces distinctions vont aider à comprendre que l'importateur n'est pas toujours l'acheteur et que c'est l'importateur qui est responsable aux yeux de la douane.
Justement, Geneviève, tu travailles avec beaucoup de nos clients importateurs, toi et ton équipe, et vous les accompagnez pour établir une bonne documentation dans le but de faciliter les importations. Explique à nos auditeurs, s'il te plaît, pourquoi c'est important d'avoir une bonne documentation et aussi ce que ça prend. Avec plaisir, Pierre-Marc. Et la documentation, c'est vraiment la base. C'est à partir de la documentation qu'on peut calculer correctement les droits de douane. Donc, on doit aussi retrouver des informations clés comme la classification, la description du produit, son origine, sa valeur en douane, les exceptions s'il y en a, et bien sûr, s'il y a des accords commerciaux comme la CEUM qui peuvent s'appliquer. Donc, une bonne documentation, c'est aussi le meilleur moyen d'éviter des retards au moment du dédouanement. Par exemple, si ça vous prend des permis ou des certificats particuliers pour vos produits, ils doivent être absolument présents au moment du dédouanement, sinon le dédouanement ne peut pas se faire. Mais ce n'est pas tout. Une documentation incomplète ou non conforme peut entraîner des amendes, des pénalités, voire, dans des cas extrêmes, une interdiction d'importer au Canada. Un autre élément aussi, si jamais les douanes déclenchent une vérification ou une enquête dans votre entreprise, il faut pouvoir prouver ce qu'on a déclaré. Donc, avoir ces documents en ordre dans son entreprise, ça fait toute la différence. D'ailleurs, ces documents doivent être conservés pendant 6 ans en plus de l'année en cours. Je vais me permettre d'insister ici sur certains éléments qu'on voit trop souvent négligés. Donc, il est primordial d'identifier clairement l'importateur officiel sur la facture commerciale. Il faut aussi indiquer clairement les coordonnées du courtier en douane, idéalement Access International, mais ça va éviter toute confusion, erreur ou des délais liés au dédouanement d'avoir ces informations-là à même la documentation de douane. Enfin, sur vos factures, très important d'indiquer clairement si un certificat ACUM s'applique, que ce soit pour certains produits ou que ce soit pour l'ensemble de l'envoi. Je vais vous donner ici un exemple de document qui est très utile pour réduire les droits de douane et on parle du fameux certificat de l'ACUM. Donc, on parle ici de l'entente Canada, États-Unis et Mexique. Donc, petit rappel ici sur cet accord. Donc, l'ACUM a remplacé l'ALENA et est en vigueur depuis juillet 2020. Donc, la durée initiale de cette entente-là était de 16 ans avec un examen conjoint des 3 pays tous les 6 ans. Le premier examen, justement, est prévu pour l'année 2026. Donc, un des pays pourrait se retirer de l'accord en donnant un préavis de 6 mois aux autres pays. En ce qui concerne le certificat en tant que tel, c'est l'exportateur qui est responsable de valider si les marchandises se qualifient sous la CEUM ou pas. Donc, l'exportateur fait son certificat, remet ensuite le certificat à l'importateur, ce qui va permettre à celui-ci d'éviter de payer des droits de douane. Donc, un avantage qui peut être très significatif dans certains cas. Donc, attention ici, c'est quand même l'importateur qui est responsable de s'assurer que ses produits se qualifient ou non à la CEUM selon les règles de l'accord. Donc, c'est essentiel de bien comprendre les critères et de conserver des preuves. Donc, petite précision importante ici, pour l'instant, dans le cadre de la surtaxe. Donc, la surtaxe s'applique même sur des produits dont l'origine est américaine, et ce, justement, malgré que vous avez un certificat de l'ACUM. Donc, vous trouverez tous les modèles de certificats dans la section client de notre site web à l'adresse accessintl.com. Donc, Pierre-Marc, en parlant des tarifs, pourrais-tu nous expliquer comment l'importateur fait pour payer les droits et taxes au Canada? Au Canada, le paiement des droits et taxes se fait par le portail client de la GCRA ou ce qu'on connaît plus souvent sous l'acronyme CARM, qui est le nom en anglais. C'est vraiment la méthode privilégiée pour payer vos droits et taxes. Et de toute façon, comme importateur au Canada, que vous soyez résident ou non résident, vous êtes dans l'obligation de vous inscrire à la GCRA. Une fois que vous avez accès au portail, vous avez plusieurs options pour payer, pour faire votre paiement. Vous pouvez faire le paiement par une carte de crédit pour les montants de 5 000 et moins. Vous pouvez faire un paiement par votre banque. Vous pouvez utiliser l'option de débit préautorisé ou il y a encore l'échange électronique de données, ce qu'on appelle l'EDI, qui permet d'automatiser certains paiements et d'envoyer votre argent. La méthode alternative, c'est via votre courtier en douane. Donc, votre courtier paie en votre nom et vous payez le courtier ensuite.
Avant l'arrivée de la GCRA de CARM, c'était la méthode qui était la plus courante. Mais maintenant, et surtout avec les surtaxes, c'est généralement beaucoup plus simple de payer directement les droits au gouvernement. Je vais juste revenir brièvement sur celle-ci. J'ai oublié de vous dire deux petits points. On a mis en place des webinaires sur notre chaîne YouTube et aussi on a des guides pratiques sur notre site Internet qui vous expliquent comment utiliser le portail, comment faire vos paiements. Donc, si vous n'êtes pas familier avec, vous pouvez consulter ces ressources-là. Elles sont très utiles. Et finalement, donc, en parlant de la GCRA pour moi, chez Access, on tient à vous sensibiliser à la fin de deux assouplissements. Je vais vous parler de la fin du premier assouplissement, ensuite Geneviève de la deuxième mesure. Donc, la première mesure d'assouplissement qui prend fin, c'est en date d'aujourd'hui, 31 mars. Donc, tout d'abord, si un importateur ne payait pas involontairement, et j'insiste là-dessus, ses soldes en souffrance, l'Agence des services frontaliers du Canada n'imposait pas de pénalité ou d'intérêt. Aujourd'hui, 31 mars, c'est la dernière journée de cet assouplissement. C'est aussi la dernière journée que vous avez pour payer votre plus récent relevé de compte là, qui est disponible dans votre portail client. À compter de demain, 1er avril, la SFC pourrait commencer à décerner des pénalités et imposer des intérêts. Je tiens à préciser aussi que la SFC a mentionné que si un importateur avait volontairement retardé ses paiements avant la date du 1er avril, elle pourrait quand même imposer des pénalités. Mon conseil pour vous après ce webinaire, allez sur votre portail de la GCRA, sur votre portail client, puis assurez-vous d'avoir réglé les soldes en souffrance. Et j'ai dit qu'on a des capsules qui existent, mais on a une capsule spécifiquement sur la conciliation des comptes et comment trouver c'est quoi le solde qui est dû maintenant. C'est sur notre chaîne YouTube Access International Inc. Et puis Geneviève, maintenant, peux-tu nous parler justement de quelle est la deuxième mesure d'assouplissement qui se termine prochainement? Bien sûr. Donc, cette deuxième mesure, bien, c'est la fin de l'exemption sur la garantie financière dans le cadre de la GCRA ou CARM, comme on l'entend souvent. Mais avant d'entrer dans les détails, on va prendre un moment pour expliquer qu'est-ce que c'est une garantie financière ou une caution, comme on l'appelle souvent dans l'industrie. Donc, une garantie financière, c'est un peu comme une police d'assurance. Donc, elle garantit au gouvernement que les droits et taxes seront payés, même si l'importateur ne respecte pas ses obligations. Pourquoi c'est important? Parce que pour pouvoir bénéficier de la main levée avant paiement, le programme MAP, c'est-à-dire recevoir vos marchandises avant d'avoir payé les droits et taxes, vous avez maintenant l'obligation de déposer une garantie financière dans votre portail CARM. Donc, on n'a pas le choix, vous devez le faire. Aujourd'hui, il existe deux façons de le faire. Donc, un cautionnement qui équivaut à 50 de votre compte débiteur mensuel le plus élevé, incluant les droits et taxes, avec un minimum de 5 000 ou un dépôt en espèces équivalent à 100 de ce même compte débiteur. Donc, depuis le lancement de la GCRA en octobre dernier, il y avait une période de grâce qui permettait aux importateurs de bénéficier de la main levée avant paiement sans garantie financière. Mais à côté du 20 mai, donc c'est la nouvelle date que le gouvernement nous a informé la semaine dernière, à compter du 20 mai, vous devez avoir une garantie financière active pour chacun de vos comptes d'importateurs. Donc, si vous avez 3 comptes d'importateurs, donc 3 numéros RM, il va vous falloir 3 garanties distinctes. Donc, pour connaître le montant de sécurité requis pour votre entreprise, vous pouvez vous connecter à votre portail CARM. Sous les renseignements financiers, dans la section garantie financière, vous allez voir le montant requis à cet endroit. Là, je sais qu'on ne peut pas prévenir l'avenir, mais avec les surtaxes, les guerres commerciales, c'est possible que le montant de garantie financière actuel devienne rapidement insuffisante. C'est pourquoi on recommande fortement d'opter pour une garantie un peu plus élevée pour éviter les mauvaises surprises. Donc, de notre côté, chez Access, pour simplifier un peu le tout, nous avons décidé d'offrir une garantie minimale de 45 000 ce qui couvre jusqu'à 90 000 de droits et taxes mensuels. Donc, grâce à notre volume, le coût annuel reste très abordable et souvent à peine plus élevé que celui pour une garantie minimale de 5 000 mais ça vous donne une plus grande marge de manœuvre à ce niveau-là. Dernier point ici, donc pour les plus petits importateurs ou les importateurs occasionnels, le dépôt en espèces peut très bien convenir.
Donc, Pierre-Marc, pourrais-tu nous expliquer pourquoi un importateur devrait utiliser un courtier en douane? Geneviève, c'est assez simple pour moi et je sais que je vais sembler prêcher pour ma paroisse, mais un courtier en douane joue un rôle très stratégique auprès des importateurs et je pense que c'est encore plus vrai dans notre contexte actuel où, bien vous le voyez, les tarifs douaniers changent sans cesse, où on impose de plus en plus de responsabilités sur les épaules des importateurs et puis aussi où chaque petit détail nous permet d'optimiser les coûts, les délais et la conformité. Votre courtier en douane, lui, détient une expertise pointue que ce soit au niveau des lois et des règlements, dans la gestion et la préparation des documents. Et puis aussi, on a pour rôle de vous représenter auprès des autorités douanières. Puis chez Access, bien, on le fait autant du côté canadien que du côté américain. Donc, oui, vous-même, comme importateur, vous pouvez en faire beaucoup, mais je crois que c'est toujours mieux d'être accompagné par des experts. Et puis, c'est ce qu'on vous offre chez Access. Donc, on passe maintenant à la période des questions, mais pendant que vous préparez les vôtres, on va commencer par vous présenter quelques-unes des questions les plus fréquentes que nous recevons de la part d'importateurs. Et je pose les questions. Vas-y, Je pose les Geneviève. questions et Pierre-Marc, tu réponds. Alors, comment déterminer si mon produit est concerné? Donc, pour les produits qui entrent au Canada, il faut regarder la classification douanière, vraiment le numéro, le code HS là, à 10 chiffres que vous allez regarder. Et c'est ce qui est vraiment crucial pour déterminer là, si votre produit est visé ou pas. Euh, une fois que vous avez le code, bien, vous pouvez aller voir dans les listes, comme j'ai mentionné plus tôt sur le site Internet du ministère des Finances, vous avez un tableau complet avec un outil de recherche. Donc, simplement taper votre code à 10 chiffres dans cet outil-là qui va permettre de filtrer. Vous allez voir si votre produit est visé ou pas par la surtaxe de 25 pour les produits qui entrent au Canada des États-Unis. Maintenant, pour tous les autres tarifs, il faut consulter le tarif des douanes du Canada et chercher dans le chapitre approprié. Puis vous allez avoir des notes là, en fonction du tarif qui s'applique et s'il y a des accords de libre-échange qui s'appliquent pour cette position tarifaire précise. Le tarif de 25 s'applique-t-il à tous les pays ou seulement à certains? Pour l'instant, c'est vraiment uniquement les produits dont l'origine est États-Unis. Puis par États-Unis, bien, on inclut tous les États américains et il faut ajouter Puerto Rico à ça, là, mais grosso modo, origine États-Unis, c'est le 25 là, de laquelle on parle en ce moment, parce que notre principale guerre commerciale, bien, c'est là-dessus. Il y a des produits chinois qui sont visés, ça on a parlé plus tôt. Il y a des avis sur cette surtaxe-là chinois, mais c'est différent. Le 25 là, États-Unis comme pays d'origine. Question quiz ici, on en a parlé un peu plus tôt. Qui doit régler les droits de douane? J'espère que nos auditeurs savent la réponse maintenant. Donc, c'est l'importateur officiel qui est responsable de payer les droits et douanes. Et ça, c'est vrai au Canada ou aux États-Unis. Donc, ça peut être votre entreprise ou ça peut être votre client en fonction de l'Incoterm 2020 qui a été sélectionné. Donc, dans certains cas, c'est le vendeur qui va agir aussi comme importateur au Canada. Donc, c'est lui qui va payer les droits de douane, même si c'est vous l'acheteur. Donc, ça, c'est vraiment dans la négociation avec le vendeur, mais que ce soit le vendeur ou vous, c'est la personne qui est désignée comme importateur officiel qui a l'obligation de payer les droits et taxes au niveau du gouvernement fédéral canadien. Les tarifs sont-ils définis ou temporaires? Définitifs, pardon, ou temporaires? En date d'aujourd'hui, il n'y a pas de fin qui a été spécifiée. Les tarifs canadiens, les tarifs au Canada, c'est des tarifs de représailles face aux tarifs américains. Donc, si les États-Unis décident de retirer ou modifier les tarifs, mais on peut supposer que le Canada va en faire de même. On est encore dans la spéculation rendue là ici, mais il n'y a pas de date précise en date d'aujourd'hui. Y a-t-il des programmes ou régimes qui permettent de contourner ou de récupérer cette taxe, par exemple les drawbacks, on en a parlé aussi un peu, ou des zones de franchise? Le drawback au Canada, il est tout à fait permis. Donc, si vous importez un produit des États-Unis, vous payez le 25 puis ensuite vous réexportez, par exemple, le produit, bien, vous pouvez réclamer la surtaxe que vous avez payée. Donc, ça, c'est permis au Canada. Il existe aussi des programmes de remise pour les situations exceptionnelles. C'est un processus qui est un peu plus complexe, mais ça existe. Si vous avez besoin d'assistance, consultez votre courtier en douane, on peut vous accompagner là-dedans. Et là, je me rends compte que j'ai des zones franchises, zones franches ou foreign trade zone en anglais. Voilà. Donc, quelles sont les conséquences en cas d'erreur dans la déclaration douanière?
S'il y a des erreurs, ça dépend du niveau de l'erreur, de la fréquence de celle-ci, comment c'était fait. Généralement, ce qu'on voit, bien, il peut y avoir des pénalités qui sont imposées. Dans certains cas, on va remonter puis on va charger des droits additionnels si vous auriez dû en payer plus que ce que vous avez payé à l'origine. Puis ultimement, si on se rend plus loin dans la chaîne, vous allez recevoir des avis de non-conformité, ce qui peut mener à votre suspension, votre retrait du droit d'importer selon la sévérité et la fréquence et votre collaboration dans tout cela. Existe-t-il des actions pour réduire l'impact des tarifs? Certainement, on a vu plusieurs tantôt là, pour parler de la surtaxe, mais il y a d'autres choses. Donc, toujours l'analyse des produits, on veut la regarder, donc s'assurer qu'on utilise le bon pays d'origine, très, très, très important. Comme je l'ai dit plus tôt, c'est les pays d'origine États-Unis. Si votre produit est expédié depuis les États-Unis, mais son origine, ce n'est pas États-Unis, mais ça se peut qu'il n'y ait aucun droit à payer. Donc, ça, on veut le vérifier. On veut optimiser la chaîne d'approvisionnement. Des fois, une des façons de réduire la valeur en douane, c'est qu'au lieu d'expédier un produit fini, on peut expédier des pièces détachées. Des fois, ça permet d'avoir des codes tarifaires différents et d'avoir des taux différents aussi. Donc, ça, c'est quelque chose qui est à regarder. Puis finalement, bien, les incoterms et les responsabilités douanières avec vos partenaires. Ayez ces discussions-là plus tôt que tard pour déterminer qui est responsable des tarifs. Dans vos contrats, par exemple, il faut aussi prévoir certaines clauses spécifiques sur les tarifs ou des clauses pour d'ajustement de prix s'il y a des éléments imprévus au moment de signer le contrat qui arrivent. Donc ça se prépare dès maintenant. Et me préparer pour le 2 avril? Alors, on peut se préparer pour le 2 avril. Le mot-clé pour moi dans cette préparation-là, c'est pas d'établir des plans à n'en plus finir, mais c'est de l'agilité. Puis l'agilité, ça commence par détenir la bonne information en main au bon moment, au moment opportun. Meilleure façon, c'est d'être abonné à notre infolettre, être abonné à notre LinkedIn. On repartage l'information fréquemmment. Déjà là, aujourd'hui, vous êtes présent à notre webinaire, mais chapeau, là, vous vous préparez déjà. Communiquer activement avec vos transporteurs pour éviter les mauvaises surprises. Donc, si on veut des fois retarder certaines expéditions en attendant qu'on ait toute l'information sous la main. La documentation, je viens en a parlé, mais c'est très important que ce soit clair, qu'elle soit analysée, qu'on regarde parce que chaque détail peut faire une différence. Quand on ne paye pas de droit, quand il n'y a pas de surtaxe, 0 0% de 10 000 ou 0% de 15 000 ça reste 0 Mais s'il y a une surtaxe qui s'applique, là, ça va faire une bonne différence au niveau monétaire. Puis les discussions avec vos acheteurs pour déterminer les rôles et responsabilités. Ayez-les plus tôt que tard, ces discussions-là. Quelle modification sur un produit fait en sorte qu'il devient canadien? Ça, c'est une question qui est très pertinente parce que si vous exportez aux États-Unis, en ce moment, en date d'aujourd'hui, les produits qui sont éligibles selon l'ACEUM, donc l'accord de libre-échange Canada, États-Unis, Mexique, mais quand ils entrent aux États-Unis et que le certificat d'origine s'applique, il n'y a pas de surtaxe en ce moment du côté américain. Donc, il y a plusieurs gens qui disent, OK, je veux que mon produit soit certifié canadien pour pouvoir l'expédier sans tarif aux États-Unis. Donc, pour faire des modifications sur un produit qui devienne canadien, il y a différentes règles selon les types de produits et les règles précises de l'accord. Il faut vraiment aller vérifier, analyser les règles d'origine prévues à l'accord. Parfois, si on a un changement de classement tarifaire, ça peut faire en sorte que le produit va changer d'origine. Par exemple, s'il était dans un chapitre ici du tarif des douanes, puis là, il change de chapitre, mais souvent, c'est une indication qu'il y a une modification suffisante pour qu'il devienne canadien. Dans d'autres cas, on va regarder la teneur en valeur régionale dans notre analyse pour dire est-ce que ça répond spécifiquement aux règles de l'accord de libre-échange. Puis l'exigence en teneur régionale va varier selon le type de produit, donc il faut l'analyser au cas par cas. Je ne peux pas vous donner une règle précise là-dessus en ce moment. De façon générale, là, ce pourcentage est généralement déterminé à 50% du coût net du produit ou à 60% de sa valeur transactionnelle, mais c'est de façon très générale là, pour cette réponse-là. Si un produit chinois est importé au Canada et est réexpédié aux États-Unis, quels tarifs sont applicables? Bon, si le produit est simplement en transit au Canada, il n'est pas dédouané. Quand il va entrer aux États-Unis, ce sont les tarifs américains qui vont être payables. Là, en ce moment, il y a une surtaxe de 20% sur tous les produits chinois qui s'appliquent, plus les autres surtaxes, là, que ce soit l'acier et l'aluminium ou les tarifs de nations favorisées, là, disons 17,5%. Là. Donc, tout ça est en place. Donc, s'il fait juste transiter, il n'est pas dédouané ici, c'est les tarifs aux États-Unis qui vont être applicables. Si le produit est importé au Canada, donc vous faites le dédouanement ici, il va falloir payer les droits de douane au Canada.
Ensuite, quand il va être exporté aux États-Unis, s'il n'y a pas une modification faite ici, mais vous allez avoir payé les droits de douane aux États-Unis selon l'origine. Il peut être alors possible d'avoir recours au remboursement des droits que vous avez payés au Canada lorsque vous l'exportez. Donc, ce qu'on appelle le Export Drawback Program qui existe. Si certaines conditions sont rencontrées, donc pas de modification, transformation substantielle ici, délai de moins de 4 ans, et vous devez confirmer que le produit a bien quitté le Canada pour un autre pays en conservant ses preuves d'exportation. Alors, ça y est pour les questions. On est rendu à vos questions. Donc, n'oubliez pas d'utiliser le bouton ici que vous voyez à l'écran, donc QNR ou Q&A dans Teams. Encore une fois, on va faire de notre mieux pour répondre au plus grand nombre de questions possibles. Si votre question concerne un cas très spécifique, il se peut qu'on ne puisse pas y répondre aujourd'hui en direct, mais n'hésitez pas à communiquer avec l'un de nos experts. Là, on va être ravis de communiquer avec vous de façon individuelle. Donc, Abdoul, à toi, le micro. Merci Geneviève et Pierre-Marc, c'était très intéressant. On commence par les questions de l'audience. J'ai une question de Sandra. Si j'envoie un produit en sous-traitance chez un fournisseur américain pour une transformation physique d'une pièce en aluminium, est-ce que je vais payer des frais de douane à l'aller et au retour ou il y a moyen de ne pas en payer? Bien comprendre la question, là. Donc, vous avez un produit ici que vous exportez vers les États-Unis. Donc, quand le produit va entrer aux États-Unis, peut-être qu'il va y avoir des droits de douane, ça dépend. Donc là, vous parlez d'aluminium, mais là, en ce moment, il y a des tarifs de 25 sur tout ce qui est aluminium et produits dérivés qui entrent aux États-Unis. Donc, l'importateur américain va devoir payer ce 25 %-là sur la portion aluminium. Si c'est un produit qui est éligible à l'accord de libre-échange, le reste ne sera pas couvert, uniquement le 25 % sur la portion aluminium. Là, vous dites qu'il y a une transformation qui va avoir lieu aux États-Unis. Fait que là, c'est sûr, quand vous allez le réimporter au Canada, vous allez devoir payer peut-être, là, ça dépend de la classification du produit, mais vous allez devoir payer possiblement sur la valeur ajoutée de votre produit des tarifs, là, si c'est applicable selon la classification. Donc, Geneviève, je ne sais pas si tu veux compléter ou c'est comme ça que j'ai compris la question. C'est comme ça que je l'ai compris également. Peut-être un élément supplémentaire ici. Donc, il faut également comprendre c'est quoi le niveau de transformation qui va arriver aux États-Unis. Donc, si ça change complètement l'essence de votre produit en aluminium qui est rentré aux États-Unis, donc ce n'est plus une pièce en aluminium, c'est un autre produit. Donc, il y a vraiment des règles très spécifiques à l'entrée des deux côtés de la frontière. Donc, ça, ce serait un très beau cas à regarder en consultation. J'aimerais bien recevoir cette question dans un cas spécifique. On pourrait en reparler. Puis l'analyse aussi des origines là, de chaque portion est extrêmement importante. C'est-à-dire, vous utilisez de l'aluminium, est-ce que c'est de l'aluminium canadien ou de l'aluminium d'un autre pays? Donc, ça fait partie des questions à regarder. C'est pour ça qu'on dit que la documentation devient très importante pour nous aider comme courtier en douane à bien déclarer là, vos mouvements des deux côtés de la frontière. Merci beaucoup. Notre question, si on envoie un produit se faire réparer aux États-Unis et retour au Canada, est-ce que les tarifs s'appliquent pour une réparation? Je vous dis, ça dépend encore là-dedans. Là. Généralement, ça dépend. Bon. OK. On peut le Oui, faire en entrée dans. OK. Il y a différentes choses ici et c'est normal qu'on se pose la question parce qu'il y a différentes façons de déclarer les produits. Ici, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut trouver le mécanisme pour suspendre un paiement. Donc, si c'est un produit régulier, vous devriez payer. Donc, comment est-ce qu'on va envoyer l'information pour suspendre ces droits et taxes-là? Donc, une des options pourrait être une entrée temporaire. OK? Donc, encore faut-il que ça vaille la peine. Il faudrait évaluer le montant de la pièce. Est-ce que ça vaut la peine de faire tout ça? Parce que si on l'envoie temporairement un des deux côtés de la frontière en passant, il faut la faire revenir et on a besoin de la documentation en ordre également pour prouver que la pièce a bien quitté et elle est de retour dans un des deux pays. Donc, oui, il y a des possibilités. Je n'ai pas vu d'exclusion par rapport au fait que c'est une réparation. Donc, il faut plus penser quel programme je peux utiliser pour ne pas payer le droits et taxes. Une entrée temporaire pourrait être une façon de le faire. Merci Geneviève. Que devons-nous fournir à Access pour effectuer un drawback? Quelle est la fréquence recommandée pour faire des drawbacks? Donc, on demande quels sont les documents et à quelle fréquence on doit faire ça.
C'est tout un programme, le drawback. Donc, premièrement, il faut s'inscrire à un programme de drawback. Toute la documentation qui aura été utilisée lors des dédouanements doit être fournie. Je vous dirais que si ça vous intéresse, il faut vraiment parler aux experts qui font ça parce que si on fait un drawback pour quelques produits, il y a une façon de le faire. Si c'est pour un plus grand éventail de transactions, il y a des façons automatisées de le faire. Et là, je vous lance la balle curve de la GCRA. Donc, il y a des nouvelles façons de produire des drawbacks à travers du portail CARM. Donc, encore une fois, ici, la clé, c'est de s'assurer, est-ce que je peux faire un drawback? Est-ce que ce produit-là est allé aux États-Unis? Il revient au Canada. Donc, c'est de bien comprendre le programme. Et pour la documentation douanière, c'est d'avoir toute la documentation qui aura servi à l'aller de votre produit. Donc, mais il y a beaucoup d'informations disponibles sur les drawbacks, sur les sites de la douane canadienne. Et évidemment, chez nous aussi, on peut également vous fournir là, de l'information sur exactement c'est quoi un drawback et comment procéder pour faire un drawback. Mais ça se fait par l'intermédiaire de votre courtier en douane. C'est la meilleure façon là, de s'assurer que vous bénéficiez le plus possible de ce programme-là. Merci pour la clarification. Une nouvelle question. Est-ce qu'il peut y avoir plus d'un code produit avec de différentes matières et différentes pièces? Je suis pas Donc, sûre d'avoir bien. donc Pas je sûr de pense que comprendre. Oui. est-ce qu'on peut classifier le même produit avec de différents codes SH? Ben, je me lance, Pierre. Vas-y, je vais OK. compléter au besoin. Donc, c'est ça. Donc, pour la classification, ce qui est important de comprendre, c'est que, bon, c'est un tarif, il y a plein de classifications. Donc, on prend le produit en premier et normalement, si j'ai un stylo, je devrais être en mesure de trouver dans le tarif la classification pour ce stylo-là. Donc, il n'y en aura qu'un, il ne peut pas avoir une autre classification pour ce produit-là. Donc, ce qui peut rentrer, on en a déjà parlé un peu dans la présentation, mais ce qui peut rentrer comme composante pour déterminer la classification d'un produit, c'est il sert à quoi? Il est fait comment? C'est pas tant les couleurs, les saveurs et tout ça, c'est pas vraiment là qu'on est, mais c'est quel est le produit, quelle est sa fonction. Une fois qu'on a tous ces éléments-là, on est capable de faire notre recherche dans le tarif et de déterminer la bonne classification pour votre produit. Ceci étant dit, il peut y avoir des différences d'interprétation quand on rentre dans des produits plus complexes. On a cette chose-là en tant que courtier, en tant qu'importateur, on peut avoir des divergences d'opinion, mais normalement, avec une bonne quand on lit la nomenclature, une bonne description, on est capable de se rejoindre pour la classification du produit. Et si jamais on ne se rejoint pas, c'est la douane qui a le dernier mot sur la classification en tant que telle de votre produit. On leur fait une demande et ils reviennent avec une classification. Sachez par contre que si vous allez vers ça, si vous demandez une opinion des douanes canadiennes, elle va compter pour tout le monde au Canada et pour tous les produits de la même catégorie. Et il y a très rarement des retours en arrière qui sont possibles lorsque l'on fait une demande comme ça à l'agence, à la douane canadienne. On pourrait ajouter là-dessus aussi que dans la classification, des fois, on regarde l'usage du produit. Donc, avec certains usages précis, c'est possible d'avoir une classification différente. Comme j'ai dit plus tôt, le tarif des douanes, c'est chapitre 1 à 97. Les chapitres 98 99, ce sont des annexes qui permettent des exclusions pour certains usages précis, d'où le recours à l'usage au chapitre 99 qui vient pertinent des fois quand il y a de l'usage très, très précis de certains produits qu'on veut importer. Puis comme Geneviève dit, effectivement, c'est beaucoup d'interprétation. Je veux dire, des fois, la version anglaise et la version française du tarif des douanes, la description n'est pas exactement pareille. Donc, on a des experts là-dedans qui vont éplucher chacun des décisions. Puis, il y a certains cas qui se rendent un peu plus loin, qui se rendent devant les tribunaux pour trancher la question là, quand on veut reclassifier, parce que pour certains importateurs, ça peut représenter beaucoup de sous. Merci Pierre-Marc et Geneviève. Une question de Mathieu. Une de nos matières premières vient des États-Unis et elle fait partie de la phase 2 du gouvernement canadien. Si la phase 2 s'applique le 2 avril, mais qu'entre la date de ma commande et la date d'expédition, les tarifs sont annulés. Est-ce que les tarifs sont payables quand même parce que j'ai commandé alors que les tarifs étaient en fonction?
C'est pas le moment de la commande qu'on va regarder. C'est vraiment la date d'expédition directe qu'on va prendre en considération. Pour les États-Unis, habituellement, on l'utilise, c'est la date là, habituellement que le produit va traverser là, la frontière parce que c'est pas excessivement loin. C'est pas comme vous aviez un bateau qui venait de Chine là, qui pourrait prendre 3 semaines à arriver. Là. Donc, c'est vraiment la date qui va traverser, là, qu'on va regarder les tarifs qui s'appliquent là, pour votre produit américain. Juste revenir sur la phase 2. La phase 2, elle est annoncée, mais elle n'est pas en vigueur. Il n'y a pas de date officielle d'entrée en vigueur. Concernant le 2 avril, on s'attend à des annonces du gouvernement américain, de l'administration américaine le 2 avril, mais est-ce que ça va entrer en vigueur le 3 avril, le 4, le 15 avril? Ça, on n'a aucune indication là-dessus en ce moment sur une date d'entrée en vigueur. Est-ce que ça va entrer en vigueur le 3 avril, puis ça va durer 2-3 jours, puis après ça, ça va être annulé ou changé? Tout est possible là-dessus. Il n'y a pas. Malheureusement, là, on n'a pas plus de précision que ça à vous donner. Merci. Là, on a encore plein de questions. Je vais quand même passer rapidement. Est-ce que le 25% sera inclus dans le portail de CARM directement? Oui, ben, si vous payez, ben, Geneviève, je vais te laisser vu que c'est toi notre spécialiste du portail. Mais... donc, le 25% s'applique sur une transaction. Et on le sait que le portail, c'est votre façon maintenant d'aller voir vos transactions et les montants qui sont dus au gouvernement. Donc, si vous avez une transaction pour laquelle il y a, par exemple, des droits, la surtaxe et évidemment de la TPS, ou évidemment, mais il y a des produits qui ne sont pas sujets à la TPS, vous allez voir 3 fois la même transaction avec les montants, soit du droit, soit de la surtaxe. Donc, oui, c'est bien identifié dans le portail par transaction. Et ça, je sais qu'on a dit qu'on a des capsules, mais on a une capsule là-dessus justement qui vous explique quand vous faites l'extraction de vos transactions, mais vous allez voir ligne par ligne là, ces différents éléments-là détaillés pour une même transaction. Donc, ça vous permet de décortiquer le tout. Et merci. Quel est le délai normal pour avoir une réponse, à savoir si on est accessible pour une remise des droits des douanes, en passant par processus de demande de remise de droits de douane applicable à certains biens provenant des États-Unis? C'est long, on parle de plusieurs mois souvent là, pour avoir une réponse là-dessus, mais c'est rétroactif. Donc, si vous faites une demande du programme, ça prend 3 à 6 mois avant une réponse, bien, ne vous inquiétez pas, ce sont des délais normaux qu'on voit. Je ne sais pas, Geneviève, si tu as des délais plus récents, mais de mon expérience, le 3 à 6 Non. mois, ce n'est pas anormal. Mais comme je dis, si une décision vous est favorable, bien, c'est appliqué rétroactivement à la date de votre demande. Et merci. Est-ce que la garantie financière doit avoir un cautionnement personnel? Geneviève? Cautionnement personnel. Je vais dire non parce que vous avez dit personnel, mais si vous êtes un importateur, vous avez votre entreprise privée, vous devez quand même avoir une caution. Donc, mais si vous êtes dans une entreprise et que vous faites une caution, ça ne sera pas à votre nom, ça va être au nom de votre entreprise. Donc, je ne sais pas si ça clarifie assez pour vous, comme une assurance. Oui, Pierre-Marc? Je comprenais la question différemment. Je comprenais, OK. par exemple, si il devait agir personnellement comme endosseur, comme si c'était un prêt, là. Ah, non. C'est une compagnie, non. Puis La dans réponse. la plupart du temps, quand vous allez avoir une garantie financière que vous allez demander, si le montant est relativement petit, comme pour les garanties financières qu'on offre, là, généralement, la personne qui émet la garantie ne demandera rien de plus. Il va vous l'octroyer automatiquement sur le paiement de la prime. Si vous avez besoin des garanties qui ont des montants plus élevés, là, Geneviève, tu vas pouvoir en parler, mais les montants plus élevés, Mhm. là, l'émetteur de la garantie de la caution pourrait demander certaines choses comme des états financiers, si je ne me trompe pas. Là. C'est exactement ça. Ils vont demander à partir de 100 000 et c'est la norme là, dans l'industrie, au niveau de toutes les compagnies d'assurance, à partir de 100 000 de caution. euh, Ils vont demander les états financiers. Une autre option qui est quand même assez relativement nouveau pour nous, parce qu'on ne voyait pas ça avant, c'est la possibilité d'aller avec une lettre de crédit avec votre banque. Là, si jamais dans votre entreprise, on est un peu frileux à donner les états financiers, ça peut arriver et c'est votre choix. À ce moment-là, il faudrait aller avec une lettre de garantie. Voilà. La seule chose avec la lettre de garantie, c'est elle doit quand même être envoyée au gouvernement. Donc, le mécanisme n'est pas très clair, mais
il y a des guidelines, on peut les trouver. La norme générale, c'est vraiment la caution avec une compagnie d'assurance. Et j'en profite pour vous le dire, ce n'est pas toutes les compagnies d'assurance qui offrent ce genre de caution-là. Donc, prenez-le bien en note. C'est une caution pour avoir accès au programme de main levée avant paiement des droits et taxes. C'est long, mais c'est comme ça que ça s'appelle. Donc, pour avoir accès au programme MAP. Voilà. Merci pour la précision, Geneviève. Nous sommes fabricants d'équipements industriels. Nous transformons donc les produits de A à Z. Devons-nous documenter l'origine de tous les métaux compris dans la structure? Je veux dire, ça dépend ce que vous faites. Si vous exportez aux États-Unis, les États-Unis en ce moment mettent des normes euh, beaucoup plus fortes pour tout ce qui s'en va vers les États-Unis. Donc, vous devez déclarer, si vous utilisez de l'acier et de l'aluminium, l'acier, vous devez déclarer le pays où l'acier a été fondu et moulé. L'aluminium, la même chose, ça va être déclaré en détail. Puis, ils vont pouvoir demander éventuellement ce qu'on appelle des meal tests. Je ne connais pas, désolé, le terme en français, là, côté américain, c'est ce qu'ils appelle des meal test certificates pour confirmer l'origine des produits. Donc, idéalement, si vous allez vers le marché américain, ça va vous prendre ces informations-là pour ce qui est de l'origine de l'acier et l'aluminium. Peut-être sur d'autres produits éventuellement, là, on ne le sait pas encore, mais plus vous avez une documentation précise et exhaustive de vos processus de fabrication et de votre chaîne d'approvisionnement pour chacune des étapes, plus outillé vous allez être dans votre documentation pour peu importe où vous envoyez vos équipements industriels que vous fabriquez. Je ne sais pas si c'était par rapport à ça votre question ou par rapport à la certification d'origine, c'est un autre cas, là. Mais si vous allez vers les États-Unis, là, on vous recommanderait d'être plus détaillé autant que possible dans votre chaîne d'approvisionnement et de conserver ces traces-là. Merci, Peut-être juste Pierre. ouais, peut-être une précision ici, parce que tu as parlé d'un produit manufacturé. Moi, c'est un petit peu comme ça que je l'ai vu au niveau de détermination de l'origine. Donc, entendons-nous bien que si jamais vous voulez déterminer l'origine de votre produit fini, mais que vous avez une centaine de composantes qui viennent de partout à travers le monde, oui, c'est là que c'est important d'avoir les origines. Vous avez votre Bill of Material, vous avez vos origines. Vous classifiez votre produit, il faut regarder les règles au niveau de l'origine, au niveau de votre classification également. Donc, vous pourriez avoir besoin de tout ce détail-là, mais l'objectif de ça, c'est d'être capable de déterminer si votre produit final est canadien ou pas. Merci, Voilà. Geneviève. Euh, Dernière question. Allons-nous voir les montants des tarifs sur les factures d'Access? C'est dans votre. Ben, je reviens un peu au Ben, portail. Oui, Pierre-Marc? non, moi, je vais le dire, si Access ne paie pas en votre nom, c'est-à-dire vous n'allez pas voir ces montants-là, ça va se retrouver dans votre portail. Puis là, tu peux l'expliquer, Geneviève, là. Exactement. Donc, un petit peu comme je disais, en fait, c'est exactement comme je disais tout à l'heure, dans votre portail Kern, vous allez voir là, dans votre historique de transactions, les transactions et les différents montants à payer. Dans quelques cas, le courtier peut encore faire des paiements de droits et taxes, mais c'est quelque chose qui s'en va graduellement. Donc, mais si vous ne l'avez pas sur votre facture d'accès, elles sont à votre portail. J'aimerais ajouter aussi qu'elles seront aussi mentionnées dans le CAD, donc la page qui suit la facture. Vous trouverez les surtaxes, les droits et les taxes et tout ça. Donc, tout sera disponible à travers les documents qui vous seront fournis par Access. Très bon Exactement. point. Oui, c'est pas sur la facture d'accès, vous allez voir, mais effectivement, dans les documents qu'on vous transmet, là, vous avez le détail là, de ce qui a été effectué, de ce qui a été dédouané. Parfait, mais merci beaucoup, Abdul, pour avoir animé la période de questions. Oui, avant de vous laisser, là, je sais qu'on a partagé beaucoup d'informations aujourd'hui. Pas d'inquiétude, j'ai vu la question passer. Là, vous allez recevoir une copie de la présentation PDF qui va inclure plusieurs liens, dont les liens que je vous présente ici, qui vont vous permettre de retrouver facilement l'information. Sur notre site web accessintl.com, vous trouverez aussi tous nos guides pratiques et des modèles de documents, comme ce que je viens de présenter pour le certificat d'origine, tout ce qui est lié là, à ce qu'on vous a présenté aujourd'hui. Et finalement, pour vous aider à naviguer avec la GCRA, bien, on a développé des capsules vidéo explicatives
C'est gratuit. On vous invite à les consulter. Au fur et à mesure qu'on reçoit davantage de questions, qu'on a besoin de précision, on va ajouter des capsules. Allez-y sur notre YouTube par rapport à ça. Donc, merci beaucoup tout le monde. Geneviève, je te laisse le mot de la fin. Le mot de la fin, on est déjà arrivé à la fin de la présentation, donc merci beaucoup pour votre écoute et votre participation. Comme on vous le disait au début du webinaire, Access célèbre cette année ses 20 ans et depuis 20 ans, nous offrons des services en transport international, en courtage de douane canadienne et américaine, en consultation spécialisée et plus encore. Donc, toujours avec la même passion de bien servir nos clients. Donc, pour en savoir plus, visitez notre site web accesscntl.com ou appelez-nous. On sera ravis de discuter avec vous. Alors, au nom de toute l'équipe d'Access, nous vous remercions de votre participation encore une fois, de vos questions et on espère vous revoir bientôt. Au plaisir.